le plus marquant, c'est la chasse au babouin, parce que c'est quand même pas commun d'aller chasser du singe, tu vois. Comme souvent, les limites qu'on se met, elles sont souvent bien en deçà de nos capacités réelles. Tel que je l'analyse maintenant, c'est qu'en fait, j'étais constamment en train de digérer, puis on sait tous que la digestion, ça demande une énergie nerveuse importante. Salut les Jujiteros, je continue mes séries d'interviews avec des gens exceptionnels. Aujourd'hui, je vais vous présenter un dentiste aussi agile que Spider-Man. Il est aussi musclé qu'il est humble. C'est Mathieu Carpentier. Salut Mathieu. Salut Julien, tu me fais rougir de bon matin. Il fait trop frais pour que je commence à rougir, mais merci beaucoup pour ton invitation, Julius. Écoute, Mathieu, tout le plaisir est pour moi. Je vais remettre les choses au clair avec les gens qui nous regardent, qui nous écoutent. Mathieu, je le connais depuis quelques années maintenant, et dans son évolution, il a créé dernièrement un stage fort en nature auquel j'ai participé au mois de juillet. Donc c'était le premier ou le deuxième. Ça se passe en Suisse. Mathieu encadre tout. C'est fait vraiment pour sortir de votre zone de confort, un peu dans tous les domaines, hein, physique, appréhension du vide, de la hauteur, de l'escalade. C'est vraiment une grosse remise en question. D'ailleurs, j'en parle dans le Naturocast numéro 13 ou 14. D'ailleurs, je vous laisserai aller voir. Mathieu, j'ai évoqué le fait que tu étais dentiste de formation. Comment on fait pour passer de dentiste à organiser des stages en nature au milieu de la forêt suisse? Longue histoire, longue histoire. Je vais essayer de résumer ça. Bon, en gros, déjà, j'ai pas laissé complètement derrière moi mon boulot de dentiste parce que je le pratique encore donc en Suisse maintenant. En gros, j'ai dû le laisser un petit peu derrière moi en France parce que pendant ces histoires de virus, etc., bah, ça a été compliqué de continuer de travailler quand on avait certaines convictions. Donc, c'est vrai que c'est une période qui m'a un petit peu forcé à peut-être m'orienter vers des choses qui m'intéressaient déjà depuis longtemps, mais là, c'était un petit peu une nécessité. Donc là-bas, en fait, en France, quand j'habitais vers Montpellier à l'époque, et j'ai commencé à proposer un petit peu ouais, des ateliers de respiration, un petit peu de mouvement sur la plage pour des gens qui... Tu sais, il y a une époque où quand tu n'avais pas coché certaines cases, bah, tu étais mis à la porte des clubs de sport, tu étais complètement interdit d'aller dans... Enfin, t'étais complètement mis à l'écart de toute une partie de la société. Donc, moi, ça m'a quand même beaucoup touché et atteint cette période-là. Et donc, à l'époque, j'ai commencé à proposer un petit peu des choses pour les gens qui pouvaient plus avoir accès à des clubs, etc. Et puis, euh, et puis un jour, en fait, j'ai un ancien collègue de fac qui me dit qu'il y a un cabinet dentaire qui se monte en Suisse et ils sont en train de chercher un dentiste généraliste comme moi je suis pour prendre le poste de dentiste généraliste dans le cabinet. Et donc, je me dis c'est l'occasion de reprendre un petit peu le poste et puis mettre à profit quand même les 7 années d'études que j'avais faites, enfin que j'avais terminé peu de temps auparavant, tu vois. Donc voilà, je me suis retrouvé à enfin commencer un petit peu à faire le nomade en Suisse. À l'époque, j'habitais plus ou moins dans mon camion. Et puis j'ai rencontré Salomé. Maintenant, j'habite dans ce chalet-là. Et c'est vrai qu'en arrivant ici tout de suite, tu l'as vu, hein, l'environnement dans lequel je suis, on est en pleine forêt, pleine montagne. Il y a un super gîte là à 500 mètres à vol d'oiseau que je peux louer. Donc j'ai commencé à imaginer un truc. Et puis finalement, très vite, j'ai fait une première session test d'un séjour en pleine nature où l'idée c'était de, on va dire, de jouer dans la nature avec les éléments qui sont présents ici et puis de proposer ça à des gars sportifs pour leur donner l'occasion en fait de sortir de leur pratique habituelle et ouais, de leur proposer des défis nouveaux et voir un petit peu s'ils arrivaient à transférer leurs capacités physiques dans leurs pratiques physiques respectives pour les laisser s'exprimer ici dans des trucs qu'ils n'ont pas l'habitude de faire forcément. Et voilà, ça a débuté un petit peu comme ça en fait. Ouais. Et c'est vrai que on parle, toi, stage en nature, on parle d'expression physique, ça peut paraître pas très concret pour les gens. C'est vrai qu'on a oublié d'évoquer, j'ai oublié d'évoquer, c'est que tu bases ton approche sur l'hébertisme, Ouais. la méthode Hébert. Est-ce que tu pourrais justement l'expliquer simplement pour ceux qui nous écoutent?
Ouais, alors simplement, Georges Hébert, c'était un officier de marine du début du XXe siècle. Et en gros, il a dédié toute sa vie à l'étude du mouvement humain. Il a mis en place une méthode. On dit que sa méthode est à l'origine de la mise en place des parcours du combattant dans toutes les armées du monde. Donc l'idée, c'était de développer ses capacités physiques, mentales et éthiques. C'est vraiment une méthode qui est basée sur trois piliers. Et pour développer, pour avancer sur ces trois axes de développement, l'idée, c'est d'utiliser l'environnement pour euh, développer ses capacités. Donc là, dans le cadre de mes stages, moi, j'utilise l'environnement, donc la montagne, la forêt, les arbres, etc., pour, en gros, pour explorer toutes les grandes familles de mouvements pour lesquelles l'être humain est fait et avec lesquels l'être humain a évolué sur l'échelle pendant toute son histoire, en fait, en tant qu'espèce. Donc, on va avoir ça commence par la chose la plus basique qui est la marche. Après, on dérive sur de la course, sur des sauts. On va avoir toute une famille de quadrupédies, les équilibres, les lancers, la rubrique défense, la nage. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Et l'idée, c'est vraiment d'aller toucher du doigt au moins un petit peu toutes ces grandes familles de mouvements pour essayer d'avoir des capacités physiques qui soient assez dans une recherche de polyvalence, en fait, tu vois, pas de spécialisation, mais l'idée, c'est d'être capable de répondre à peu près à n'importe quelle situation de manière correcte, on va dire. Moi, comme tu Voilà, c'est ça l'expliques et l'idée, comme en je l'ai gros, vécu de avec la toi méthode. pendant ton stage, c'est que ça m'a rappelé ma période à l'armée, dans l'armée de terre, où je t'en ai même parlé, hein. C'était vraiment basé là-dessus. Et c'est vrai que moi, je suis début 2000 dans l'armée. Ça rejoignait tout ce que tu dis, toi, marche, course, quadrupédie, ramper, grimper, les sauts, et cette recherche de polyvalence, d'être plus ou moins complet, tu vois, parce qu'en Ouais. fait, c'est ce qu'on demande à un soldat, c'est être autonome sur le terrain, en fait. C'est chercher à être complet pour être autonome et pouvoir aider les autres, en fait. Au final, c'est ça. Mhm. Ouais, il y a une phrase que certainement beaucoup ont déjà entendue, c'est être fort pour être utile. Voilà, puis moi, j'aime bien, là-dessus, j'aime bien rajouter toute une réflexion un peu philosophique autour de être fort pour être utile, mais être utile à quoi? Et là, à chacun de trouver, voilà, toi, par exemple, en tant que papa, j'imagine que l'un de tes objectifs dans la vie, c'est de montrer l'exemple à tes enfants, de les mener dans une voie qui te semble être juste, être valeureuse, être positive, etc. Voilà, moi, j'aime bien étendre la pratique et les réflexions à ces questions-là. Et après, on explore tout un tas d'autres domaines. Comme moi, en ce moment, un des trucs qui me botte pas mal, c'est la gestion de la peur. Ouais, et se confronter volontairement à cette notion de peur. Donc, c'est pareil, on dit, on entend parfois qu'il n'y a pas de courage sans peur. Donc, l'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les trois axes de développement. Il y a l'axe physique, ça, c'est une chose. Mais autour de ça, il y a aussi le développement des capacités mentales et le côté éthique de la pratique. Et donc, le fait de se développer, enfin, de s'exposer à des éléments naturels comme ça qui vont nous challenger, ça va nous demander, au-delà des capacités physiques, de faire preuve de euh, euh, une certaine force de volonté et puis ouais, de développer des notions comme le courage, par exemple, qui vont, voilà, on décide qu'on fait quelque chose, comme, je sais pas, on entend beaucoup parler des bains froids, par exemple. Le bain froid, il y a toute cette notion d'adaptation du corps, de la physiologie, mais il y a aussi beaucoup cette idée de je décide de faire ça, pourquoi je fais ça, une fois que j'ai décidé de le faire, je m'y tiens, je m'astreins à une certaine rigueur, etc. Il y a toutes ces notions-là que j'aime vraiment beaucoup explorer et avec lesquelles j'aime bien jouer un petit peu, quoi. Ouais, ça me parle beaucoup et moi bon, je te connais et puis aussi je te suis parce que je vous mettrai le lien de Mathieu en description pour suivre son compte Instagram. Quand tu postes tes stories, quand tu parles de t'exposer à la peur, quand moi je te vois faire certaines ascensions en escalade avec certains points de vue, je me dis oui, c'est beau, tu vois, on aime bien les photos, mais des fois j'essaie de me mettre à ta place, tu vois, dans la même Ouais, situation. Je me dis, oula, ouais, là c'est chaud. Parce qu'il y a des fois, tu montes, t'es pas assuré. ouais, ouais, bon, c'est pas. Je suis pas forcément très à l'aise avec le fait de mettre ça vraiment en avant, mais oui, oui.
C'est une de mes pratiques du moment, là, c'est de faire des choses bien en dessous de mon niveau maximum et puis d'aller les faire sans filet de protection, entre guillemets, sans parachute, quoi. Donc, pas le droit à l'erreur et on rentre vraiment dans une concentration, un focus, une présence moi, que j'avais jamais vécu jusqu'à maintenant, quoi. À ce C'est point-là, en tout cas. c'est vraiment de la méditation dans le mouvement, là. Ah ouais, tellement. J'ai commencé par faire ça. En fait, j'ai rencontré un gars, on est forcément beaucoup influencé par les gens qu'on côtoie, et j'ai rencontré un gars qui a 65 ans avec qui je fais beaucoup de montagne, en hiver du ski, et plus voilà, un peu d'alpinisme, etc. Puis en été, pas mal d'escalade. Et un jour, ce gars-là, on avait fait quelques sorties ensemble, et puis il me dit, bon, bah viens, on va faire une via ferrata, et tu prends pas de matériel. Je dis, bon, ça me paraissait être un peu une drôle d'idée, mais je le suis parce que j'ai confiance en lui, puis j'ai confiance en moi et mes capacités. Je sais que s'il me propose ça, c'est que il sait que j'en suis capable, tu vois. Et on est parti là-dedans. Et en fait, c'était assez bien parce que la difficulté, c'était assez crescendo. Donc, j'ai commencé à me sentir de plus en plus à l'aise avec l'exercice de, voilà, tu fais le truc, mais t'as vraiment pas le droit à l'erreur parce que si tu fais un faux mouvement, bah, t'es 300 mètres en bas et t'es mort, quoi. Ouais. Et en fait, bien qu'il y a quelques moments où la peur se présente à toi et puis tu dois vite la ranger et essayer euh, de te positionner différemment par rapport à elle. Mais le résultat à la fin, c'est que j'ai passé un super moment dans le sens où j'étais vraiment euh, comme des fois au ralenti, hyper concentré. C'est super agréable cette sensation. Je trouve qu'on a du mal à la retrouver dans. Enfin, c'est pas souvent qu'on vit ça, quoi. Vraiment, on entend souvent parler de flow. Là, c'est vraiment ça. T'es dedans, mais à 200% et c'est hyper agréable. Voilà, sans pour autant se mettre en danger, hein. Là, je suis pas en train de dire qu'il faut faire ça, tu vois. Mais l'idée derrière ça, c'est souvent les limites qu'on se met, elles sont souvent bien en deçà de nos capacités réelles. Et l'idée, c'est de prendre conscience que c'est souvent le cas, ce que je viens de décrire là. C'est souvent, on est bien en dessous. Et c'est de s'ouvrir et d'aller chercher un petit peu plus la limite et de voir qu'en fait, nos capacités, elles sont beaucoup plus larges que ce qu'on pense. Et ça, on peut l'étendre aussi à tous les domaines de la vie, en fait. Et ça me plaît comme À réflexion. tous les domaines, effectivement, et même si j'en étais déjà bien conscient, moi, tu sais, je t'en ai parlé, ben, tu vois, j'ai passé la quarantaine, je suis père de famille, tu vois, j'ai un certain niveau social. Ben, tu vois, tu t'embourgeoises un peu, et donc, ben, tu vois, tu fais baisser de par certains comportements ta propre capacité à exprimer un certain potentiel. Et quand je suis venu au stage, je t'ai dit à un moment donné, bah ça, je sais que je l'ai fait, j'étais capable de le faire, mais aujourd'hui, par des barrières mentales, par des conditionnements, de l'autoconditionnement, je me dis, putain, là, je me sens en rupture avec qui j'ai été par le passé, mais voilà, je me suis poussé un peu et voilà, il y a des choses, ben, j'ai dit, ok, ouais, ça c'est bon, ben, en fait, je le fais, quoi. Mais c'est, comme tu le dis, on inhibe nos capacités. Euh, je pensais à une chose, ouais, j'ai commencé avec le dentiste agile comme Spider-Man. J'ai aussi parlé du fait que tu étais aussi musclé que humble. On sent l'humilité quand tu parles, mais ce que les gens ne voient pas là, et ça changera quand tu m'enverras une photo pour que je fasse la vignette de la vidéo, comment tu es taillé physiquement. Euh, on dit souvent, les mecs balèzes, ils sont pas souples, ils sont pas agiles. Par contre, t'es l'exemple inverse, t'es balèze et t'es capable de faire de l'escalade. Moi, je t'ai vu avec une souplesse de félin escalader des arbres, franchir des parois. Un, tu as construit ton physique et deux, comment tu as évolué, ou si ça s'est fait naturellement en parallèle, hein, vers une capacité à te mouvoir comme ça dans la vie. Ouais, il y a eu plusieurs phases, mais déjà, la première chose, c'est que j'ai baigné dans le sport depuis tout petit. Mon père était très sportif. Et je pense qu'à 4 ans, j'étais déjà inscrit à deux, trois clubs différents. Tu vois, je faisais judo, foot, tous les sports un peu classiques. Euh, ouais, j'ai vraiment touché à plein de choses. Et puis, vers les 16, allez, 15, 16 ans, quand je me regardais dans le miroir,
J'avais un grand frère qui faisait du rugby, qui était enfin, 15 centimètres de plus que moi, taillé comme pas possible, à mes yeux en tout cas à l'époque. Et je me trouvais trop gringalé, donc j'ai commencé à me mettre à la muscu. L'idée, enfin, j'avais vraiment envie de grossir un petit peu, tu vois, je me trouvais vraiment trop gringalé. Et, euh, et donc j'ai commencé à pratiquer beaucoup ça. Et en fait, au bout de peut-être allez, 7 8 ans à faire beaucoup, beaucoup de muscu à base de 5 séances par semaine, euh, je me suis redirigé vers des pratiques, enfin, des trucs aussi simples que la gym. Et je me souviens, un jour, je me souviens, j'ai eu un déclic, j'ai voulu faire une rondade et un salto arrière. C'est des trucs que j'avais déjà exploré quand j'étais plus petit. Et j'avais tellement pris de muscles, je m'étais tellement enfermé dans cette pratique de muscu pur que la roue, j'avais l'impression que j'allais me claquer les deux adducteurs, quoi. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Et j'ai commencé à me réouvrir à d'autres pratiques un petit peu plus. Et puis, ouais, en fait, enfin, là, j'ai passé beaucoup d'étapes, mais vraiment, j'ai toujours essayé de jouer à plein de sports différents en même temps, tu vois. Ça, C'est c'est bien, clair. tu as utilisé le mot jouer. Ouais. Tu vois. Et c'est un peu ce que tu disais avant, au tout début, là, quand tu présentes tes stages, c'est jouer, découvrir, appréhender les choses. Mm. Et on voit que tu n'as pas attendu de connaître l'expertise pour chercher à être complet, tu vois. Tu as fait du sport, tu as vu, ok, j'ai bulké, là, j'ai pris du muscle, mais je ne suis pas Mm. capable de bouger. Donc, j'ai perdu une aptitude physique. On sent, tu vois, c'est ce besoin de l'être humain de se sentir complet. Parce qu'au final, c'est ça, c'est notre capacité à bouger. Si on prend l'évolution de l'espèce humaine, c'est notre capacité aussi à évoluer et à survivre, quoi. Ouais. Non, mais c'est clair que moi, je me suis quand même pas mal basé là ces derniers temps sur cette idée que euh, se construire un physique qui va être agréable à regarder dans le miroir, c'est bien. Ça peut être un objectif, voilà. Enfin, je suis personne pour juger de tel ou tel objectif, tu vois. Mais moi, personnellement, j'ai quand même envie de me sentir capable de faire à peu près n'importe quoi, tu vois, avec mon corps. Si on me propose de faire ça, j'ai envie de pouvoir répondre présent. Et j'ai constaté qu'une pratique pure muscu, bah, c'était pas, ça m'aidait pas à répondre à cet objectif-là. Donc, je me suis réouvert à plein de trucs. Mais en fait, j'ai eu du mal à répondre à la question précédente parce que ça a été tellement large. Puis je me suis jamais vraiment amusé à faire un historique complet. Mais tu vois, là, des trucs un petit peu par-ci par-là. Je me souviens d'une période où, en autodidacte, on faisait du parcours avec surtout un copain quand j'étais vers le collège, lycée. Et putain, j'ai des souvenirs de ça. Mais franchement, à la fin, commencer à faire des trucs vraiment engagés, quoi, des sauts de plusieurs mètres avec des saltos de plusieurs mètres, des réceptions sur le bitume, des trucs. Ben, maintenant, je serais incapable de refaire ces trucs-là, tu vois. Et quand je repense à certains souvenirs, à certains trucs que j'ai fait dans ces pratiques-là, je trouve ça génial, en fait, d'être capable de faire des trucs comme ça, en fait. Moi, je me souviens, gamin, c'est vrai que j'étais assez fasciné de voir certains corps ultra musclés dans des films, enfin des Stallone, des Schwarzenegger et tout ça, mais j'avais aussi cette fascination pour les artistes de cirque, ce côté ninja aussi, les mecs qui font des acrobaties, qui sont capables de se faufiler partout. J'avais un peu ces deux trucs-là. Et, euh, et si tu cherches à coller à l'image d'un Schwarzenegger, bah à la fin, tu n'es plus du tout capable de jouer au ninja, tu vois, pour résumer le truc un peu trivialement, tu vois. Même si dans l'absolu, notre idéal, ce serait d'être taillé comme Stallone et agile comme Jackie Chan, quoi. Ouais, carrément, carrément. Ah, ça serait magnifique. On est Et du d'accord. Je te rejoins là-dessus, tu vois, parce que moi aussi, j'ai toujours eu ce côté, et je m'en cache pas, je l'ai toujours dit, je fais beaucoup de musculation pour le côté visuel, physique. ouais, Par moments, je l'ai fait à des fins plus pratiques pour épauler mes sports de combat hein, ou d'arts martiaux, tu vois, pour ouais, améliorer, c'était comme la prépa physique, tu vois, être plus fort, plus endurant et autres. mm, Mais je me suis aussi rendu compte qu'il y a des moments quand j'arrivais plus à faire certains coups de pied sautés, des roues, des machins sans me sentir raide, ben, il a fallu que je revienne en arrière, tu vois. Comme là, toi, en ce moment, je fais ouais. du triathlon, ben, parce que je me suis rendu compte que j'étais plus capable de courir, quoi.
Je pouvais faire du Ouais. sport en endurance. Je fais du jiu-jitsu brésilien depuis 14 ans, très Mhm. endurant sur le tatami. Mais dès que je Ouais. commence à faire des impacts au niveau de la course à pied, ben merde, je sentais plus mes tendons, mes mollets et tout. Moi qui ai fait partie d'équipes de cross, qui ai fait des super temps en compète et autres, euh, je me retrouvais plus. Alors que c'est, comme tu le disais au début, c'est un des éléments vitaux, la marche, la course et autres, dans l'évolution. Et là, je dis merde, j'ai perdu cette compétence de notre propre évolution. Donc, ça m'a poussé aussi à me remettre dedans. Parce que des fois, comme tu le dis, on perd de vue l'utilité du corps. Tu vois, être fort pour être utile, mais c'est être capable de bouger, être capable de faire de multiples choses pour être utile. Ouais, mais après, c'est vrai que l'environnement a tellement changé. Ouais, j'ai eu cette réflexion il n'y a pas longtemps parce que les stages que je donne, je les ai appelés forts en nature. Et donc, j'ai essayé de, tu sais, toujours intéressant d'essayer de revenir sur les termes en eux-mêmes et puis de les définir. Et puis, le mot nature, par exemple, je sais pas si tu t'es déjà penché sur ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qu'on met dans ce mot-là, tu vois? Et si on considère que l'homme fait partie de la nature et même ouais, est une partie à part entière de cette nature, euh, tout ce que l'homme a pu créer et ce qu'il a engendré dans le monde, donc que ce soit les villes, les bagnoles dans lesquelles on se trimballe, les transports en commun, les escalators, etc. Est-ce que ça, ce serait pas une partie de la nature finalement, tu vois, une certaine évolution de cette nature dont on parle? Et en ce sens, euh, ça devient finalement de moins en moins utile d'être capable de marcher ou de courir 30 kilomètres, de porter des trucs parce que des trucs qui portent pour nous. Hein, tu vois, Ouais, il y a ouais. cette réflexion-là et je n'ai pas de réponse arrêtée là-dessus, mais bon, j'ai mon idée quand même de ce que j'ai envie pour moi et mes enfants, mais mes Ouais. futurs. De mots nature, on pourrait passer carrément maintenant à environnement, à ce qui nous entoure, notre environnement. Et c'est vrai que Ouais, tout ce qui nous entoure, on appelle ça le progrès, mais un certain terme, ça va nous emmener à Wall-E. Je ne sais pas si tu connais le ouais, je dessin pensais à animé ça. là. Voilà, Ouais, t'es porté, tu fais plus rien parce que tout est automatisé et autres. ouais, Voilà, je peux comprendre que des gens se complaisent là-dedans, mais comme on a cette, je pense, cette étincelle en nous de survie profonde, d'être humain, de vrai être humain, tu vois, ouais. voilà, et pas de larve du système. Je pense que oui, oui, ça c'est essentiel. Tu, tu évoquais pas mal de sujets par rapport à l'hébertisme et au développement de certaines compétences, et dedans, il y a la lutte. La lutte aussi fait partie. La lutte. Toi-même, est-ce que tu as pratiqué des sports de combat? Alors moi, j'ai fait du judo là, petit, Ouais. je crois que je l'évoquais tout à l'heure, j'ai fait 4 années de judo, tu vois. Et après, à la fac, je me suis mis à la boxe française. J'ai fait quelques années de boxe française. Euh, et puis après, ouais, j'ai fait un an intensif de Kung Fu pendant cette période virale, là, en 2019. Je me suis mis dans un truc à fond Kung Fu, self-défense un peu. Et puis après, là, ces dernières années, j'ai touché un petit peu à la boxe anglaise. Voilà, donc j'ai eu quelques expériences par-ci par-là, tu vois, mais sans jamais me plonger à fond là-dedans. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Bon, on peut pas tout faire. Mais c'est vrai que, comme je t'avais dit la dernière fois, je pense, enfin, ça fait un moment que je me dis, faudrait que j'ai envie de me mettre à la lutte ou au grappling, au JJB. Et puis, ouais, le dernier stage, le dimanche matin, on a fait un petit atelier où vous avez présenté, parce qu'on avait trois combattants dans l'équipe, dont toi. Et ça m'a bien plu, là, ce que vous avez proposé, la petite introduction à la lutte, etc. Ça m'a vraiment plu. Et faudrait que je me trouve un club, voilà, je t'en avais D'ailleurs, voilà, je parlé. suis toujours en quête de quelqu'un pour te proposer un club proche de chez toi. Donc, Ouais, si vous écoutez là, que vous êtes en Suisse, autour de Aigle, en Suisse, et que vous avez un club de jiu-jitsu brésilien, dites-le en commentaire. Ou si vous connaissez quelqu'un dans cette zone, dites-le en commentaire. C'est pour Mathieu pour qu'il commence le JJB avec nous. très Euh, bien. Mathieu, j'aimerais qu'on parle alimentation. Ouais. Alimentation, bah, comme tu le dis, tu fais du sport depuis que tu es enfant. Là, comme on a compris, tu as fait multitude de sports. Comment est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton évolution alimentaire au fil des années, si elle a changé en fonction de soit tes études, soit ton activité professionnelle, soit parce que tu as adapté ton alimentation par rapport à un sport spécifique, et comment ça se passe maintenant au niveau alimentaire?
Alors, je pense, en gros, jusqu'à mes 17 ans, l'alimentation, franchement, j'ai pas fait trop gaffe. Je me laissais porter. Et il y a eu un gros changement et un déclic un petit peu quand j'étais à la fac. Je me suis fait deux hernies discales. J'ai été voir un ostéo par rapport à ça. Et ce gars-là m'a jeté deux, trois pistes. Il m'a dit, tiens, va suivre un tel sur les YouTube, les machins. Donc j'ai commencé à écouter un peu des Thierry Casasnovas, des gens comme ça. Et, je me, et ce pied que j'ai commencé à mettre dans ces sujets-là, ça m'a ouvert à d'autres approches. Euh, Avant cette période-là, j'étais très, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais très muscu. Donc, moi, je m'étais rentré dans la tête qu'il fallait manger 5, 6 fois par jour, qu'en gros, toutes les 2h30, 3 heures, une fois que tu avais digéré, il fallait réingurgiter un truc pour essayer de prendre le plus de masse possible. Donc, j'étais vraiment dans ce dogme-là de me gaver, en fait. De me gaver. J'ai jamais vraiment compté les macros, les calories. Enfin, franchement, j'ai pas le souvenir d'avoir fait ça un jour. Et puis après, je me souviens, j'étais en Erasmus à Madrid et la première fois j'ai expérimenté le jeûne intermittent. Je suis allé m'entraîner un matin à jeun et j'ai eu une espèce de révélation, je te jure. Je suis allé m'entraîner et je me souviens, j'ai pris au moins 4 kilos de plus dans chaque main. J'étais sur un développé incliné à l'époque. Et, euh, et là, ça m'a vraiment fait comprendre que j'étais dans des croyances qui n'étaient pas forcément vraies, tu vois. Pour moi, si j'allais m'entraîner le ventre vide à jeun, j'allais pas avoir d'énergie, ça allait mal se passer. Et là, j'ai expérimenté ce truc-là de punaise, en fait, je suis à jeun et je suis plein d'énergie. Donc, je suis rentré dans une phase où pendant peut-être 3 ans, j'ai tourné principalement au jeûne intermittent. Donc, je faisais le classique 16-8 où je mangeais le soir et puis le lendemain matin, je ne prenais pas le petit-déj. Donc, il y a eu pas mal de ça autour de l'alimentation. Ouais, c'est le truc que j'ai expérimenté principalement, le jeûne intermittent. Et après, au niveau du contenu en lui-même, moi, là, surtout ces dernières années, pour parler de quelque chose de plus actuel, euh, moi, mes- les trucs auxquels je fais le plus attention, c'est d'avoir des produits bruts dans mon assiette, pas transformer vraiment tout ce qui est industriel. C'est extrêmement rare que j'en consomme, tu vois. Et puis après, je suis pas dans un, comme je t'avais dit la dernière fois, hein, je suis jamais rentré dans des diètes où j'exclus complètement une classe d'aliments. J'aime bien l'idée de manger un petit peu de tout, peut-être un peu à l'image de la pratique physique, de cette polyvalence. Je me ferme aucune porte, tu vois, bon, sauf les trucs que j'appelle la merde. Je vais pas manger de la merde, tu vois. Mais par contre, ouais, fruits, légumes, les produits animaux, j'ai repris un petit peu plus ces derniers temps. Il y a eu toute une période où j'ai laissé ça de côté un petit peu. Euh, et voilà, au niveau alimentaire, franchement, ouais, je sais pas si tu as des questions un peu plus précises à me poser, mais en gros, c'est ça. Je suis passé par plusieurs phases et puis là, Ben je mange un justement, petit peu ouais, de tout. par rapport à ces différentes phases, est-ce qu'il y en a pendant lesquelles tu as pu constater pas, une baisse d'énergie, une perte de masse musculaire, ou au contraire, tu pétais le feu, tu pouvais exprimer ton plein potentiel? Bah, comme je le disais, là, ce début d'expérimentation du jeûne intermittent, ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis senti plein d'énergie parce que moi, tel que je l'analyse maintenant, c'est qu'en fait, j'étais constamment en train de digérer. Puis on sait tous que la digestion, ça demande une énergie nerveuse importante. Donc j'étais en sur-régime tout le temps à force de me gaver, quoi. Donc le fait de diviser par deux ma plage horaire sur laquelle je m'alimentais, ça a fait beaucoup de bien à mon organisme. J'étais vraiment plein d'énergie. Et je sais plus, je saurais pas te dire au bout de combien de temps j'ai commencé à sentir une inversion de ce truc-là. Mais au bout d'un moment, clairement, j'ai eu une baisse d'énergie. Ça m'a fait du bien de remettre un petit déjeuner à une certaine période parce que j'ai commencé aussi à expérimenter les 2 entraînements par jour. Et là, au bout d'un moment, quand tu as une pratique physique avec un trop gros volume, si tu fais pas rentrer assez d'essence dans le moteur, ben, ça commence à coincer, quoi. Donc, ouais, il y a eu plusieurs phases avec ça. C'est ça, hein. Ce que tu dis, bon voilà, il faut expérimenter, bien évidemment. Il faut pas être dogmatique non plus, dire, OK, j'entre dans tel modèle alimentaire. Eh ben, j'ai dit que je restais là-dedans, eh ben, il faut plus que je change rien, même Mhm. si j'en ai des effets secondaires négatifs. Parce qu'il y a des Ouais. gens qui sont, bah, tu le sais, hein, qui
qui vont adopter tel régime alimentaire et parce qu'ils se sont engagés un peu devant les autres, ils n'osent plus en changer parce que voilà, au début, c'est comme tout. C'est nouveau, on voit que le côté positif. Effectivement, il peut y avoir des changements positifs parce que ben, on fout la paix un peu à notre digestion, on fait rentrer un peu moins de merde dans notre corps. Tout. Mais au bout d'un moment, en fonction de notre style de vie, ben voilà, la tendance s'inverse ou on revient à la normale. Et puis, autre chose que tu as évoqué, c'est dès qu'on commence à augmenter la dépense énergétique, automatiquement, le corps analyse bien qu'il perd plus d'énergie qu'il n'en fait rentrer. Et il ne faut pas qu'on oublie qu'on est quand même câblé sur la survie et qu'une perte de poids trop rapide, c'est une atteinte à notre survie. Une perte de graisse trop rapide, c'est aussi une atteinte à notre survie parce que dans l'évolution, la capacité à générer des réserves de graisse, c'est aussi pour pouvoir faire face en cas de besoin, même si à l'heure actuelle, ben, c'est plus trop d'actualité. Mhm. Et donc, ouais, voilà. C'est pour ça que, toi, tu parlais, t'as jamais trop compté les calories, les macros et autres. Et moi aussi, je m'étais rendu compte que dès que j'augmentais un peu la dépense énergétique, donc plus il y avait d'entraînement, plus rapidement j'allais expérimenter de la fatigue ou j'avais besoin de plus de temps pour récupérer. Et j'avais corrélé ça avec le fait que je mangeais pas assez. Parce que Ouais. voilà, tu dépenses énormément, mais tu ne compenses pas. Et il ne faut pas oublier que en fait, le simple fait de manger, c'est pas que pour progresser, c'est pour compenser les pertes. Et des fois, on ne les compense pas. Alors, c'est bien quand on a beaucoup de réserves, quand on est bien gras, tu vois. Mais après, Ouais. comme quand tu es sec, comme toi, comme moi, ben, on le ressent d'autant plus vite. Ça, tu le sens, toi? Ouais, 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 je peux vite sentir. C'est vrai que tous les deux, on est bien secs et je pense que la marge d'erreur, elle est assez faible, quoi. Donc, si pendant quelques jours, tu t'es un peu en dessous, tu peux vite le sentir, ouais. Tu peux vite le sentir. Mais le piège aussi, c'est que avec la volonté, avec le mental, tu peux dépasser ça. Et dans ta pratique physique, enfin, moi, je trouve, si on sort des notions de performance, etc., et qu'on n'est plus trop là-dedans et qu'on est juste dans le jeu d'une pratique physique, euh, tu peux vite passer au-delà de ce ressenti de manque que tu peux avoir. Et par contre, les répercussions, tu vas les avoir sur d'autres domaines de ta vie, sur la libido, sur ta joie de vivre, sur plein de trucs. Mais dans la pratique physique, tu vois, là, hier, on a eu cet exemple. Là, il y a Flo qui est à la maison. On fait de l'escalade là depuis 2 jours, un peu comme des maboules. Tu vois, hier, on est resté 5-6 heures au pied de la falaise à grimper. On est rentré. Moi, j'avais la dalle, mais il était 18 heures. Je me suis dit, je vais pas me prendre un goûter pour me rentraîner après, puis manger après, ça va faire trop rapprocher. Donc, on est rentré de ça. On était cuit. On est quand même allé s'entraîner. Et en fait, tu te mets dans l'entraînement et tu rentres dedans et ça se passe bien parce que nerveusement, ton corps, il dit, bon, bah, c'est bon, je dois suivre ce qu'on me demande. Et il y a ça aussi, il faut faire gaffe. La notion d'énergie, ça dépend des domaines, quoi. Ouais. Elle est faussée par notre système nerveux, en fait. Si tu Ouais, t'impliques dans un mouvement, voilà, tu lances, tu inities quelque chose, ben voilà, t'es dans l'élan et ouais. tu oublies. En fait, des fois, on a faim et on commence quelque chose et on oublie qu'on a faim parce qu'on est lancé. Et c'est vrai que le Mhm. mental va prendre le dessus parce qu'on va aussi sécréter les hormones comme l'adrénaline et tout, on va être dans le focus. Mais comme tu le disais si bien précédemment, euh, notre capacité par le mental à produire un effort physique fait que plus tard, à un moment donné, il va falloir quand même compenser ça. Et si c'est pas compensé, parce que tous les jours, on est dans le mental en se disant, non, j'y vais, j'ai pas faim, et on anesthésie ce ressenti physique, à un moment donné, euh, on revient à la même chose, quoi. Si tu n'apportes pas assez d'énergie à ton corps, il y a certaines fonctions physiologiques qui vont pas arriver normalement. Et comme tu le disais, ça peut agir sur la libido, ça peut agir sur le système immunitaire, ça peut agir sur ta capacité à dormir correctement et à récupérer pleinement. Ça, c'est clair et net, ça. Et je pense que les deux, à mon avis, il faut faire attention aux deux écueils, celui que tu viens d'expliquer là, et puis l'autre, parce que moi, je sais que j'étais un peu enfermé là-dedans pendant longtemps, notamment sur cette période je m'étais persuadé qu'il fallait que je mange toutes les 3 heures. Et ben, si j'avais pas mon apport, je me mettais en mode, putain, je vais pas être capable, ça va mal se passer, mon corps, il va pas savoir gérer. Alors que, par contre, il faut aussi bien se rendre compte que
le corps, il a des capacités à s'adapter. Et, enfin, il est plus adapté, on entend souvent dire qu'il est plus adapté au manque qu'à l'excès, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a ces deux extrêmes à considérer. Faut pas oublier ça non plus, tu vois, que pas parce que tu n'as pas ton shaker et puis ton apport calculé, programmé, que tu vas être incapable de faire ce que tu dois faire, tu vois. Et tu as aussi ça Exactement. à pas Je suis oublier, tu vois. complètement d'accord avec ça. C'est vrai que des fois, c'est nos habitudes, c'est des histoires d'habitude au final, hein. Et ça a un impact vraiment psychologique. Et ensuite, ouais, voilà, c'est clair. Mais après, je vais revenir sur le côté qu'on soit sec Mhm. et le côté évolution de l'espèce humaine. Si on se mettait, nous deux, il y a 10 000 ans en arrière, est-ce que tu ne crois pas qu'on serait les premiers à y passer? Quick. Parce que Ah, peut-être que mentalement, on serait OK, tu vois. Mais ouais. physiologiquement, le fait qu'on soit très sec et qu'on aurait potentiellement une capacité à stocker du gras inférieure à certaines personnes, Mhm. fait qu'on aurait peut-être moins de capacité à faire face à des climats extrêmes, je pense au froid par exemple, ou au manque de nourriture. Alors là, te connaissant, franchement, toi, le premier à y passer, j'ai vraiment du mal à y croire quand je vois Moi, la je bouffe machine. les autres, hein. Je bouffe les autres gars, hein. C'est ça, c'est ça. Non, mais quand je vois le. J'ai expérimenté un peu l'étranglement de Julius, là, non, 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 je crois pas que tu serais le premier à y passer. Non, non, blague à part, bah, je pense 10 000 ans en arrière, déjà, on serait pas du tout. Ouais, on serait pas comme ça, tu vois. On Ouais. n'aurait pas développé des physiques pareilles pour avoir passé. Ouais, on n'a pas évoqué ça, tu vois, mais j'ai été une des expériences qui a marqué un petit peu un tournant dans ma vie, ça a été une expérience avec les Hadzabe en Tanzanie. Et donc, c'est l'une des dernières tribus de chasseurs-cueilleurs d'Afrique. Et physiquement, enfin, je suis parti à la chasse avec eux et ils sont vraiment impressionnants physiquement, tu vois, dans ce qu'ils sont capables d'exprimer sur le terrain. Mais par contre, visuellement, c'est pas des dieux grecs, tu vois. C'est vrai qu'on a un peu cette idée, un peu cet idéal de statut grec, mais quelqu'un de fort et de compétent sur le terrain, dans la nature, c'est pas forcément quelqu'un d'extrêmement musclé. Je dirais même plutôt le contraire, tu vois. Là, le dernier stage, j'avais trois gars, dont un, Pierre-Yves, qui est combattant, plus de 90 kilos, les bras, mais laisse tomber. Et puis j'avais deux autres gars, au contraire, qui n'avaient pas du tout cette morphologie-là et qui, globalement, s'en sont beaucoup mieux sortis, tu vois. Un peu plus d'agilité, plus de souplesse, plus d'endurance, moins de poids à déplacer. Donc voilà, je pense que j'ai dévié un peu de ta question, Non, mais mais c'est. non, non, c'est clair que, bah, encore une fois, ça dépend de tes objectifs, de ce que tu recherches au Mais travers de ta ce que tu dis, pratique. je le retrouve de par mon expérience par le passé, côté militaire, tu vois, par rapport au physique et Ouais, cette capacité à évoluer. À l'armée, on avait cette histoire de gars qu'on appelait les chats maigres. les chats maigres, Et, ouais. et en général, c'est les meilleurs sur le terrain parce ils ont quand même cette force, ils ont cette endurance, cette agilité, cette souplesse. En général, c'était les meilleurs sur le parcours du combattant aussi, tu vois. On Ouais, pouvait aller marcher des jours avec le sac sur le dos, l'arme, infiltrer, se poser et tout. Et si on comparait avec des gars beaucoup plus solides, costauds, musclés et tout, ben, ouais, l'endurance n'était pas là forcément, tu vois. Parce qu'il y a aussi physiologiquement une carcasse plus importante à traîner. Et donc, ben, quand l'effort se répète, sur la durée, à un moment donné, ça paye. Enfin, ça paye pas, justement. Tu évoquais les Hadzabe et ton stage là-bas. Bon, je sais que je t'ai écouté sur le podcast de Slim. ouais. T'es allé à la chasse avec eux. Pour ceux qui n'ont pas entendu cette anecdote, c'était chasse à quoi et comment ça s'est passé? Alors, c'était chasse, il y a eu plusieurs chasses, hein, parce que tous les jours, on partait à la chasse, mais le plus marquant, c'est la chasse au babouin, parce que c'est quand même pas commun d'aller chasser du singe, tu vois. Les premiers jours, on avait surtout chassé, et ce qu'ils avaient attrapé, ils ont chassé un phacochère. Donc, c'est un peu plus, tu vois, c'est un sanglier de là-bas, quoi. Déjà une belle bête. Avec des Mais flèches? avec, ouais, arc et flèche, ouais. Et les chiens, qui Ouais. aident aussi beaucoup à fatiguer l'animal et puis à la fin parce qu'un sanglier, un phacochère quand il prend une flèche, il peut encore, en fonction de là où il a été touché, il peut encore durer un moment, tu vois. Donc les chiens aident aussi
à, à mettre la bête à bout, tu vois. Mais non, non, le plus marquant, ça a quand même été la chasse au babouin. Ça, c'est vraiment un truc assez fort. Ouais. Et tu vois, c'est marrant, mais en ce moment, je regarde un peu Netflix, et, pas pour regarder forcément des merdes, mais il y a Mhm. une série américaine qui s'appelle Outlast. C'est un peu sur un peu de la survie en Ouais, Alaska. ok. Et le souci premier des gars et des femmes qui sont là-bas, c'est de trouver de la protéine. Tu vois? Ouais, On parle pas ouais. de glucides, de sucre, de graisse. On parle de trouver de la protéine. Et dans ce que Mhm. tu décris, toi, chez les Hadzabe, ben, on va chercher du babouin, on va chercher du phacochère, ben, parce qu'on ne va pas se voler la face. Ça reste de la chair animale, c'est des Ouais. protéines. Mhm. Euh, Sans vouloir dire tout protéique, est-ce que tu dirais que c'est leur source calorique première, ces sources de protéines, ou est-ce qu'ils vont se nourrir d'autres choses ou chercher en priorité autre chose? Bah, de ce que moi, la période où j'y étais, de ce que j'ai vu, oui, c'est la source alimentaire principale. Après, à d'autres périodes, je sais qu'il y a une période où ils vont beaucoup aller chercher le miel. Il y a d'autres périodes où le baobab donne ses fruits. Donc, tu vois, en fonction des saisons, ils s'adaptent. Ils vont aussi aller chercher, plus ça, c'est plutôt les femmes qui vont chercher des tubercules, quoi, qui vont déterrer des espèces ouais, de racines. Mais je pense en termes de volume, ouais, je pense, à mon avis, les ressources animales sont ce qui représente le plus dans leurs apports nutritionnels. Ouais, ouais, C'est carrément. un questionnement que j'avais parce que, toi, la société actuelle, on parle beaucoup aussi d'environnement et on te dit, on a dans le discours ambiant, on te lit protéines et réchauffement Ouais, climatique et nuisance à l'environnement. ouais, Si après on regarde la nature vraiment réelle, on constate qu'il y a quand même cette ouais, volonté de chercher la protéine en premier pour la survie. D'ailleurs, protéine, ça vient de protéos, qui veut dire en tout premier lieu, tu vois, le plus important. Je regardais aussi un ah, je reportage savais pas ça. animal. Ouais. Je regardais un reportage animalier où il y a des espèces de toucans, donc des oiseaux dont on se dit qu'ils vont se Ouais. nourrir de fruits en premier et ils se nourrissent de fruits parce que c'est le plus disponible. Mais ce Ok, qu'ils vont rechercher au moins une fois par jour, c'est une source de protéines et ils vont se mettre à la sortie de, de failles dans la roche où il y a les chauves-souris qui sortent et ils vont te choper, les toucans, choper les chauves-souris pour avoir leurs protéines. Et je regardais encore, utile. ah ouais, et je regardais aussi un autre reportage sur des chimpanzés qui, une fois de temps en temps, allaient chercher leurs protéines en allant tuer des singes plus petits pour s'en Ouais. nourrir. Mhm. Donc cette quête de la protéine en premier, je voulais en parler comme ça parce que toi, on se rapproche aussi de la nature, toi, la nature comme dans le terme de son évolution. Mhm. Je voudrais revenir à toi et tes stages et comment tu évolues pour t'entraîner actuellement avec ce que tu fais, hein. Ouais. Quand tu pars t'entraîner en nature, tu Mhm. pars avec de la nourriture, sans nourriture, tu te procures des choses ce que tu trouves dans ton environnement. Comment ça se passe? Ça dépend ce que je fais, mais ouais, pour aller dans ton sens sur ouais, un exemple récent, quand je pars Là, j'ai fait un sommet il y a pas longtemps. Je suis parti juste avec un petit sac à dos, de l'eau, quelques dattes. Et puis, ouais, sur le chemin, c'est clair, quand il y a des murs, je m'en prive pas, tu vois. Donc, j'essaye de piocher un petit peu à droite, à gauche. Bon, c'est anecdotique, tu vois, mais principalement, je pars quand même avec ce qu'il faut en fonction de ce à quoi je m'apprête à faire, tu vois. Mais ouais, ça dépend vachement de ce que je vais faire. Euh, Si je vais me balader dans la forêt, je sais que je pars pour 1 ou 2 heures, bah, j'y vais évidemment à jeun, tu vois. Et puis, ouais, quand tu pars faire de l'escalade pendant plusieurs heures, j'emmène principalement des sources de glucides, pour le coup. Souvent, ça va être des dattes, bananes, pommes, des trucs comme ça, quelques noix aussi. Euh, ouais, ça va être des trucs de ce style-là, surtout. Ok. Et comme je sais et qu'on a bien compris que tu étais quelqu'un de complet sur tout plein de pratiques sportives, mais que tu étais aussi complet sur la saisonnalité. Tu Mhm. vois, tu es très dehors l'été, tu fais des activités plus estivales, mais on a compris aussi que l'hiver, tu allais faire de ski de rando, ski, tout ça, là, toutes ces activités hivernales. Est-ce que Ouais. justement, quand tu vas faire ça,
vu que la dépense énergétique est certainement plus importante de par la lutte contre le froid, tout ce qui est le dénivelé, le transport de matériel, est-ce que tu prévois une alimentation spécifique? Et si oui, quelle est-elle? Non, non, franchement, il n'y a pas de gros changements au niveau du contenu. Je dirais qu'en hiver, j'essaye de manger un peu plus parce que, ouais, il y a cette gestion du froid pour le corps qui est quand même à prendre en compte. Donc, j'essaye, même si, comme j'ai dit, je ne calcule pas vraiment précisément les calories, etc. Mais j'essaye de m'alimenter un peu plus en hiver quand même. Et puis, après, c'est vrai qu'en été, voilà, il va y avoir plus de fruits quand même, avec des pastèques, des concombres. J'aime bien me faire des petits jus. Donc en été, hiver, le contenu du jus, il va être un peu différent. Tu vois, en hiver, je vais quand même plus baser sur des trucs betteraves assez denses, alors qu'en été, ça va être pas mal des jus de concombre, citron, pastèques, des choses comme ça. Donc il y a quelques petites variations, mais globalement, mon alimentation, elle est quand même assez simple. Voilà, c'est des fruits, des légumes, des viandes, des poissons assez bruts. Ouais, c'est la simplicité aussi, c'est un Ouais. truc qui me tient à cœur, tu vois. Pas partir dans des trucs trop sophistiqués, tu vois. Je voulais soulever cette question de l'hiver. Et toi, tu confirmes que tu manges un petit peu plus en hiver. Mais c'est là où je voulais mettre le petit holà pour ceux qui nous écoutent. C'est que toi, tu augmentes, mais tu es vraiment dehors et vraiment exposé à ces changements, à ces variations de température. Ouais. Et alors que la plupart du commun des mortels voient juste que dehors il fait plus froid. Mhm. De ce fait, ils vont manger plus, manger des raclettes, manger tout, toi, ils mangent plus riche en calories. Et donc, du coup, ils se retrouvent à la Ouais. sortie de l'hiver avec 2, 3, 5, 10 kilos de plus, alors que, en fait, leur comportement physique n'a pas justifié cette augmentation de calories. Toi, tu la Ouais. justifies parce que ben, tu vas bouger et en même temps, tu t'exposes aux risques, enfin, aux facteurs extérieurs, environnementaux. Mais la plupart des gens, eux, c'est juste une perception de l'extérieur qui leur fait changer leur comportement. T'as déjà vu ça, toi, autour de toi? Ouais, je réfléchis. Bah, ce qui est clair, c'est que on va adapter nos comportements. Enfin, il y a une espèce de, on veut tout mettre à plat en général et que ce soit hiver, été, on aime bien que la température soit la même. On essaye de garder nos petites habitudes et de s'extraire un petit peu des variations naturelles. Ça, c'est clair que c'est la tendance. Après que les gens aient des comportements alimentaires différents, etc. Ouais, ouais, c'est clair qu'on constate ça. Il y a aussi les journées. Moi, c'est ce qui me marque le plus. Là, vraiment, j'ai un cadre de vie où je vois vachement les changements de saison, etc. Et ce qui me marque le plus, c'est l'exposition au soleil, qui est vraiment très différente. Là, déjà, les journées, elles se sont raccourcies à un point. Tu vois, comme on est à flanc de montagne, bah là, déjà, le soleil, j'ai l'impression que je vais encore devoir attendre 2 heures avant de le voir, tu vois. Et il y a ça qui est vraiment marquant. Et à l'inverse, quand tu habites dans les villes, tu es quand même moins peut-être tu t'extrais un peu plus de ces changements naturels. Ouais. Ça, c'est clair. Donc, je sais pas, moi, peut-être que je dirais que justement, l'homme moderne citadin, il a plutôt un truc assez plat. Il va moins adapter sa consommation, que ce soit alimentaire ou autre, aux variations des saisons, tu vois. Ouais, c'est vrai, je te rejoins là-dessus. Je Ouais. te rejoins là-dessus. Mathieu, moi j'ai fait le tour des questions que je voulais te poser. J'aimerais qu'on finisse Yes. juste quelques minutes sur toi, ce que tu proposes comme stage pour que si des gens qui nous ont écoutés sont intéressés pour te rejoindre en stage ou si tu proposes autre chose, bah, sache où c'est, combien de temps ça dure et sur quels moyens te suivre ou te contacter. Alors, ouais, donc là, je viens de terminer la première saison de stage fort en nature. C'était un peu la saison test pour voir ce qui me plaît, ce qui me plaît moins, ce qui plaît aux gens et ce que j'avais envie de proposer par la suite. Donc déjà, pour me suivre, le compte s'appelle Enfor Nature, ENFOR Nature, tout accroché. Je mettrai tous Enfor, les liens en dessous. ouais, ça roule. Donc moi, je suis basé en Suisse, à Panay. C'est un petit village qui est au-dessus de Olon, vers Aigle. Et c'est très facilement accessible par le train depuis Paris, Lausanne, Lausanne-Aigle. Après, il y a un petit bus qui monte au village. Donc ici, on est à 1000 mètres d'altitude, voilà, dans un cadre vraiment nature.
vraiment agréable. Enfin, voilà, à chaque fois que les gens viennent ici, ils disent tous la même chose. Ah, ça fait du bien, le calme. Bon, là, il y a un peu les cloches des vaches qui viennent rompre le silence, mais on est quand même bien ici. Et donc, pour la suite des stages, je suis en train de réfléchir un petit peu, mais déjà, ce que je pense proposer, ce sont des offres un petit peu sur mesure. Tu vois, s'il y a des groupes qui se constituent, là, je vais peut-être collaborer avec un gars qui entraîne des joueurs de foot de haut niveau. Et donc, je vais peut-être recevoir un groupe de quatre joueurs de foot pour, tu vois, à l'entre-saison, leur proposer une sortie de quotidien, peut-être voir des choses différemment, expérimenter des trucs qui les sortent de leur zone de confort. Donc, ouais, ne pas hésiter à me contacter si jamais il y a des envies de trucs comme ça, un petit peu sur mesure, d'immersion en nature. Avec, pourquoi pas, là, je suis en train de réfléchir à des formats en hiver, tu vois, avec plutôt un travail sur l'exposition au froid. Ici, on a des torrents de rivières magnifiques. En hiver, il y a de quoi se régaler de ce côté-là. Et puis, ouais, je vais gentiment commencer à préparer la prochaine saison d'été. Pour des stages entre juin et septembre, tu vois. Donc pour l'instant, c'est encore en préparation et en réflexion. Mais voilà, pour les nouvelles, ce sera principalement de la communication sur mon compte Instagram. Parfait. Et puis voilà pour l'instant, ce que je peux en dire. Ouais, ouais, Ok. c'est à peu près. Bah, c'est parfait. Merci Mathieu. Merci à toi, Jules. Les Jujiteros, donc vous avez compris, hein, si vous avez envie d'aller en Suisse faire un stage pour sortir de votre zone de confort, c'est Mathieu qu'il faut contacter. Vous pouvez aussi le dire en commentaire, je vous mettrai en relation avec plaisir. Des petits stages sur mesure, sortir de votre zone de confort, le froid, le chaud, du dénivelé, de l'eau, de la hauteur. Allez-y, les yeux fermés, c'est testé et approuvé. Si vous êtes encore là, je vous remercie. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et je vous dis à la prochaine. Allez, paro!